Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Al Coutelis, et oui, avec Tanguy et la Verdure aussi, à savoir que c'est le dernier dessinateur de Tanguy et la Verdure avec Jean-Michel Charrier. Donc nous avons rendez-vous avec lui pour le dernier album, Survol interdit. Bonjour Alcoutelis, Bonjour mon cher pal de gomme. mais ça me fait plaisir de te revoir. Et quelle bonne surprise. Et en même temps, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque une fête, parce que 33 ans après sa première édition, l'album, le 25e album de Tanguy et la Verdure, est ressorti en maison édition, en fait en réédition, dans l'intégrale chez Dargaud. Eh ouais, bah ouais. Et alors? Et alors, j'ai beaucoup aimé. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années que je suis Ouais. ton travail. Et je trouve impressionnant parce que l'album pourrait très bien sortir maintenant. Je trouve que ton graphisme est impressionnant. Les avions, aussi bien Tanguy la Verdure, on est pris dans cette aventure-là qui est superbe. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, on se trouve dans un pays africain. Et en fait, le méchant ressemble quand même un petit peu à notre Mobutu qui a vécu en Suisse. Oui, mais tous les dictateurs ont un Ah lien oui, étroit avec la Suisse, hein. oui. Ok. Et quand c'est pas un lien, c'est un compte chèque. Mais enfin, Ouais. non, mais c'est pas tellement Mobutu, hein, c'est plus Idi Amin Dada, parce qu'il était caricatural, quoi, Idi Amin Dada. C'est un géant, paraît-il. Et puis, tel que me l'avait décrit Charlier, j'ai tout de suite eu Amin Dada en tête. Il a mal fini d'ailleurs, hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette aventure. Et en même temps, c'est vrai que c'était la dernière aventure que tu as fait avec Charlier. Absolument, c'est parce qu'on a commencé un second, puis il est mort. Ouais. C'est bête, mais. Et puis, comme je dis dans l'entretien que j'ai eu avec Patrick Gaumer dans le bouquin, je voulais vraiment qu'on revienne à l'armée de l'air, parce que moi, les histoires de Barbou, ça a commencé à me barber, hein, puisque, n'est-ce Ouais. pas? T'as noté un peu Oui, oui. Et puis, Monsieur Charlier, en plus, sortait d'une série de reportages qu'il avait fait sur l'espionnage, et excellent conteur comme on le connaissait. Quand on avait fini de boire un verre à Neuilly, j'avais l'impression qu'il y avait un espion derrière chaque col Maurice, quoi. Il savait très bien raconter les choses. Mais je lui dis, écoute, les histoires d'espions, ça va, il n'y a pas de panache, c'est plus les chevaliers du ciel, c'est les cagoules sur la tête. Et non, on arrête. Il n'était pas contrariant, lui, tu sais, une fois que tu l'as lancé sur un sujet, il est capable de t'en faire quatre volumes, les doigts dans le nez. Hélas, il est mort. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais alors, cet album-là, puisque tu parlais du graphisme, oui, il se tient. Les avions, c'est simple, hein. Comme je dis toujours, quand on ne sait pas dessiner un truc, on se documente et on apprend, hein. Bon. Moi, j'avais jamais dessiné l'avion avant. J'ai pris de la documentation. On en trouve même à l'époque, on en trouvait déjà très, très facilement. On avait été au salon du Bourget avec Charlie, j'avais fait plein de photos du Falcon. On était même monté dedans. Et ma foi, j'ai dessiné, j'ai regardé ce que faisaient les autres quand même, parce que je connaissais bien le travail du Derzo, je connaissais pas mal le travail de Victor Hubinon. J'ai bien regardé ce que faisait Bergès du point de vue avion, parce que lui, il était vraiment très pointu là-dedans. Et puis, je l'ai assimilé, puis j'ai fait mes avions. S'agissant du graphisme dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que l'album se tient pas trop mal, mais si j'avais à le redessiner maintenant, je crois que je mettrais 10 fois moins de traits, quoi. Ce serait plus léger, plus sobre. À l'époque, c'était peut-être presque pour faire plaisir à Charlier. Je rajoutais des plis, des machins, qui ne servent à rien pour la narration. Tu crois pas? Non, mais je trouvais ça génial. Et c'est vrai que c'était un peu le style de BD que, en fait, il y a Oui, 30 ans en arrière, on faisait beaucoup de remplissage, oui, il y avait absolument. beaucoup de traits, donc c'est un peu ça. Oui, oui, tu as raison. On faisait du remplissage, ouais, ouais, je trouve. Alors que ce que je fais maintenant, c'est quand même plus sobre. C'est aussi que le dessin sous-jacent de la BD est plus maîtrisé chez moi. J'ai encore beaucoup de progrès à faire que je compte accomplir, bien sûr, mais je pense que mon dessin de base, si tu veux, mon dessin
la maîtrise du dessin, je la possède mieux maintenant qu'à l'époque. Et puis, entre nous, je chie un peu dans mon froc. Reprendre une série pareille avec Charlier, qui était quand même un monument de la bande dessinée, c'était pas rien, c'était un poids énorme. Sans compter tout ce qui entourait la série, c'est-à-dire tous les critiques, les pseudo-connaisseurs d'aviation, les enfin, tous ceux qui venaient me casser les couilles en me disant « Oui, mais là, il manque un boulon, là, il manque ceci, il manque cela. » J'ai une longue liste d'emmerdeurs de Stacavi qui, hélas, avaient quand même pas mal d'importance auprès de l'éditeur qui, n'y connaissant rien, les écoutait. Or, je pense que le mieux, c'est d'écouter les auteurs quand même. Parce que quand on fait un trait, on sait ce qui sous-tend le trait. Et alors que les critiques, s'ils avaient voulu, ils avaient qu'à prendre un crayon et nous montrer comment. Tu sais, c'est comme le mec qui dit « Tu vas te casser la gueule à vélo. » Bah, ok, tu prends ton vélo, tu vas me montrer. Oui, Tu saisis oui, oui. la comparaison. Mais c'est vrai que c'est génial. Toi, tu as fait partie, en fait, la nouvelle génération de pilotes. Donc, tu as vraiment été l'ami d'Uderzo. Est-ce que Uderzo t'a en fait aidé quand tu as travaillé sur cet album, à savoir que Uderzo est quand même le créateur de Tanguy la Verdure, Les Chevaliers du Ciel? Non. Et c'est parce que à l'époque, même si je l'avais croisé étant enfant au jeudi de pilote au cinéma Eldorado, comme je raconte dans l'interview, Oui. je ne le connaissais pas, Uderzo. Mais j'ai fait sa connaissance à la sortie de l'album. C'est que il avait été touché par le fait que je dédie cet album à JG et à Uderzo. JG, parce que quand à 7-8 ans, tu te prends Jerry Spring dans la gueule, comme je t'ai souvent dit, ça laisse des traces. Et puis Uderzo qui me donnait, quand j'étais enfant, l'impression que c'était un métier à ma portée. C'est-à-dire qu'on sentait le professionnalisme chez ce type-là. Et Uderzo reçoit l'album, bien sûr, lit la dédicace, il avait été touché par le fait que quelqu'un pense à lui dédier un album, alors que toute la profession de sa génération, lui avait chié sur la gueule parce qu'il lui reprochait quand même... Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'avoir réussi? Je trouve ça une connerie noire. Bon, bref. Et donc, il nous a invités, Uderzo, au restaurant, au Fouquet's, Charlier et moi, bien sûr. Quand Charlier était là, personne ne mouflait, il y avait qui tenait le crachoir. Mais j'avais passé vraiment une bonne soirée. Je suis rentré à la maison et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Je l'appelais de temps en temps et on est devenus amis. Et il a compris que je n'étais ni un quémandeur ni un solliciteur, mais simplement un réel admirateur de son travail, quoi. C'est quand même un type qui a marqué une génération de dessinateurs, et moi en particulier, quoi. Uderzo, pour moi, c'était le modèle. Tu sais que quand il était passé au tribunal des flagrants délires au début des années 80, ou à la fin des années 70, j'avais enregistré l'émission, tu vois, parce que ce type représentait une balise pour moi dans ce métier. Et puis, dans les premiers Tanguy dessinés par Uderzo, d'abord les premiers scénarios de Charlier étaient tombés par terre. Il y avait toutes les règles du feuilleton, hein, comme je dis dans l'interview dans le livre. Oui. Elles en vendent partout, messieurs, dames, hein, pour une somme dérisoire. Et comme je dis dans l'interview, dans l'entretien que j'ai eu avec Patrick Gomer, tu connais Patrick Gomer? Oui, Patrick Gomer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un historien de la bande dessinée qui a écrit sur tous les grands dessinateurs de bande dessinée. Et c'est vrai que j'étais très content et très fier de voir ce qu'il a fait avec toi. Je trouvais ça superbe. C'est vraiment à lire l'avant-propos de la bande dessinée, c'est superbe. Je suis bien d'accord. Et ce que je dis dans l'entretien que j'ai eu avec Patrick Gomer, qui a duré plusieurs heures, parce que c'est un mec charmant et très intéressant, avec qui on peut échanger. Donc, bavard comme tu me connais, oui. on a largement, parce que lui aussi, il est quand même bien bavard aussi. Hein. Attends. Et ce que je dis, c'est que Charlier avait usé de toutes les ficelles du feuilleton classique dans ses premiers scénarios, que ce soit Barbe Rouge, enfin Le Démon des Caraïbes, ou Tanguy. Et ça, quand tu lis ça, tu as 9-10 ans, ça te marque à vie, ça te marque. Il y avait le dessin d'Uderzo ou du Bignon, moins Bignon, mais Uderzo, le dessin d'Uderzo m'a me fasciné par cette vie, par cette capacité de narration. Et le texte de Charlier te fait aimer la langue française.
que personnellement j'adore. La langue française est pour moi une des plus précises du monde et c'est une langue que j'aime. Et donc, les deux réunis, quand tu as 10 ans, tu dis ça, parce qu'en plus, ce que je dis dans l'interview, c'est qu'à l'époque, Pilote était en grand format. Tu ouvrais les 2 pages, tu avais du cinémascope, tu vois. Là, le combat aérien entre le méchant pirate qui veut voler les secrets de la fusée française, monsieur, et Darnier et Saint-Hélier, sur une double page et grandes images, mais on était au cinémascope, on était au cinéma. En plus, à l'époque, je te parle de ça, fin des années 50, début des années 60, il n'y avait pas la télévision partout. Le cinéma, on est le jeudi après-midi pour voir les actualités et les reportages sur le sport, mais il n'y avait rien. Alors, tu disais ça, mais on commentait ça à la récré. T'as vu? Alors, comme je dis dans l'interview, les bons élèves lisaient Tintin. Les parents disaient, vous comprenez, Tintin, il voyage, ça les fait voyager, ça les instruit. Et nous, les voyous, on lisait Spirou et Pilote. Enfin bref, tu vois, ça a donné ça. Tu vois, mon cher Pal de Gomme, paraît-il qu'il nous appelle Pal de Gomme. Mais bien sûr. Mais c'est vrai, ce qui est génial dans justement Survol interdit, pour moi, c'est encore un autre hommage à Uderzo, parce que tu as dessiné Tanguy la Verdure comme Uderzo est dessiné. Évidemment, j'avais pas à les dessiner. J'avais pas à les dessiner comme des acteurs, parce que Charlier, qui ne perdait jamais son sens commercial, me disait, ce qui serait bien, c'est que tu les dessines comme Jacques Santi et Christian Marin. Je dis, mais pour moi, c'est pas un stéréotype de bande dessinée, leur gueule. Jacques Santi était un beau mec, hein, deux sont morts, mais j'ai fait la connaissance de Christian Marin, qui est un type absolument charmant. Et j'ai discuté pas mal avec lui en dédication, parce que on l'avait mis là pour dédicacer Tanguy la Verdure, ce qui me gênait en rien, tu vois. Mais c'était sympa. Et on a discuté avec lui. J'ai eu l'honneur de discuter avec lui. Et c'est un mec qui connaissait le théâtre vachement pointu. Et on a discuté littérature et théâtre avec lui. Tu vois, pour te dire qu'il n'était pas du tout ce que sa gueule du ravi de la crèche pouvait supposer. Mais alors, donc Charlier voulait que je dessine comme Jacques Santi ou Christian Marin. Mais entre les acteurs et un personnage de bande dessinée, il y a une différence abyssale. C'est qu'un héros de bande dessinée, c'est un stéréotype. Le stéréotype, il faut le créer. Et d'ailleurs, il se crée, il se modifie en avançant. Il n'existe pas tout d'un coup comme un acteur peut exister, parce qu'il existe en vrai. Et donc, un metteur en scène le prend et lui fait jouer le rôle qu'il a en tête. Et il y a une autre amitié qui s'est faite au journal Le Pilote. C'était un jeune dessinateur qui s'appelait Patrice Lecomte. Oui. Et oui, et qui a fait du cinéma après. Et ce qui est magique. Des petits films, tu sais, des petites historiettes. Oui. Et ce qui est génial, c'est que vous vous êtes retrouvés, l'amitié n'a pas en fait de distance, et vous êtes retrouvés et vous avez fait une superbe bande dessinée qui est Deux passantes dans la nuit, avec le premier tome qui est sorti, qui s'appelle Arlette. Et ça se passe en fait pendant la guerre 39-45, quand Paris est occupé, avec deux charmantes demoiselles, Arlette et Anna, qui essayent de fuir en fait la France qui a été prise par les nazis. Oui, c'est ça, tu résumes bien. En fait, ça se passe en une nuit dans le Paris de l'occupation. Et la fin du tome 2, c'est après l'occupation. C'est 8-10 pages qui se passent après l'occupation, avec les retrouvailles d'Anna et Arlette. Écoute, moi, ce qui m'avait plu, parce que on s'est retrouvés vraiment par hasard avec Patrice Lecomte, qui habite pas loin d'ici. Il a sa maison qui est pas loin d'ici. Et en plus, il fait du vélo. Alors, tu vois, c'est génial. Ça crée des liens. On s'est reparlé comme si on s'était quitté la veille, en fait, tu vois. C'est drôle. Comme quoi, tu vois, les liens de qualité ne se rompent pas, même si on ne se parle plus, tu vois. C'est comme ça. Hein. Enfin bref. Et donc, un jour, il voit mon album sur les forçats du Tour de France, et il me dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. Bon, je vois, il m'envoie un scénar, et ce qui m'avait plu dans ce scénar, c'est pas tellement ce qui s'y passait, mais la personnalité des deux personnages principaux. Ça m'avait vraiment plu. Pour deux raisons.
La première, les spécificités réciproques, ou respectives, pardon, des deux personnages, des deux filles. Et deuxièmement, que ça se passait en une nuit. Et puis, n'ayant jamais eu vraiment d'héroïne féminine dans mes histoires, je me dis, c'est chouette. J'ai eu l'envie le scénario qui m'avait passé, il y avait 120 pages de texte, et il était vraiment bien foutu, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'action, si tu veux, mais les caractères des personnages, femmes, étaient vraiment intéressants. Moi, je dis, ok, je le dessine. Ça, si tu veux, je le dessine, je prends. Je venais de terminer, à l'époque, tu sais, Le Député peut être vraiment un événement si le scénario avait vraiment ressemblé à la promesse qui m'en avait été faite. C'est-à-dire de créer, de montrer la vie d'un jeune député à l'Assemblée et de créer une espèce d'angoisse du fait d'un chantage dont il serait la victime, ce qui a été évacué en 3 ou 4 pages dans le scénario. Et j'en ai conçu une grosse frustration. Enfin bref. Et donc, je sortais, si tu veux, avec un petit peu d'amertume, un petit peu de sang dans la bouche, comme on dit. Et voir arriver ce scénario de Patrice Lecomte, je dis, ouais, ça me plaît. Et on s'est mis d'accord, on a été manger chez Bambou, et eux étaient tout de suite d'accord pour le faire, puisque moi je me sens très bien chez Bambou, c'est des gens absolument charmants. Mais c'est vrai qu'il y a une alchimie entre vous deux, c'est vrai que c'est génial. Parce qu'on se sent qu'il y a le scénario, le dessin, tout est très bien ficelé. Et c'est vrai qu'on vit avec ces deux héroïnes qui sont géniales, quoi. On a peur avec elles, on est vraiment, on vit avec eux. Non, pas, moi. Patrice a fait un découpage très précis en partant du scénario de base. Et je lis, j'adapte, je dessine, enfin, je fais ce que je peux, en fait, tu vois. Mais j'ai recommencé beaucoup de pages, tu vois. C'est marrant, j'ai eu cette réponse-là hier à un de mes potes par mail. Et je lui disais, j'ai jamais aussi dessiné aussi bien et aussi vite, mais j'ai jamais autant recommencé mes trucs qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est normal parce que avec l'âge, tu acquiers une vision critique de ton propre travail beaucoup plus aiguë qu'à 20 ans. Ou à 20 ans, tu penses que toutes les portes sont ouvertes, tu es le meilleur, tu es le plus grand, mais les événements et le temps te fait vite comprendre que tu es juste une petite crotte qui s'ajoute à toutes les autres petites crottes. Et surtout qu'avec l'âge, tu t'instruis, tu vois ce qui a été fait, et tu n'es pas modeste, parce qu'il faut avoir de l'ambition, mais tu es humble devant le travail qui a déjà été accompli. Alors tu te dis, on s'écrase, on fait au mieux qu'on peut, et on ne la ramène pas. Enfin, au départ, je n'étais pas très, très à l'aise dans le dessin. Maintenant, je le suis beaucoup plus dans le dessin du tome 2. Mais le premier tome, si je devais m'y repencher, il y a beaucoup de choses que je referais. Par exemple, la scène du cabaret où Anna fait son numéro de magie, et la scène du bal clandestin dans les caves. Je le traiterais différemment maintenant. Mais parce que c'est normal, le temps a passé. Et c'est marrant parce que j'ai mis beaucoup de temps à aboutir ces 2 albums. Là, je termine, et à la fin du mois d'août, l'album est en vente partout. Hein. Ah, super. En vente partout pour une somme modique. Voilà. Donc c'est vrai que profiter, c'est-à-dire que il y a plein d'albums qui sortent cette année, aussi bien Tanguy la Verdure que justement la suite de cet album tant attendu qui est Les Deux Passants dans la nuit. Donc on se réjouit de voir tout ça. Oui, mais attends, et je ne suis pas encore mort, hein, j'ai quelques projets, enfin, paraît-il. Ça va. Non, mais j'aurai bientôt 73 ans et je suis en pleine forme. Hein. Tu ne les fais pas. Oui, c'est vrai, mais enfin, sauf certains matins où j'ai mal aux articulations. Ouais. Non, mais quelques projets. Puis j'ai des choses plus intimes à dire. Mais ça fait une bonne dizaine d'années que je l'avais déjà dit et je n'avais pas fait parce que m'avaient été proposées des choses intéressantes à dessiner. Mais là je vais les faire, les choses. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. À bientôt, Pal. À tout bientôt. Tout bientôt.
far away inside.